Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Relève au micro. Je m'appelle Lia Ferranti et je suis bénévole au sein du comité idéation et contenu de la Jeune Chambre de commerce. Aujourd'hui, je reçois deux intrapreneurs d'impact du milieu de la technologie, Christian Cagnier et Pascal Rony. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Lia. Pour la relève d'affaires, avoir un impact dans son milieu de travail, c'est devenu une nécessité. Et c'est pour cette raison en fait, qu'on a cru super pertinent de vous inviter aujourd'hui. Donc, Pascal Rony, tu es directrice technologie et transformation chez Deloitte. Et Christian, tu es fondateur de l'OSBL Black Hack Club et directeur principal de cybersécurité chez Fira Capital Corporation. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci. Merci. Alors pour commencer, évidemment, on va briser un peu la glace. Je vais vous demander de vous présenter rapidement votre parcours et comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Alors, oui, merci pour l'introduction. Je suis directrice chez Deloitte en technologie et transformation. Je suis chez Deloitte depuis maintenant 7 ans. Je suis aussi la créatrice du projet JAM. JAM qui vise à démocratiser l'accès aux DJ. C'est une plateforme de mise en contact avec les DJ. Et pourquoi? Ben parce que dans ma deuxième vie aussi, je suis Suite La Rock, donc DJ depuis plus de 10 ans, qui offre des services de musicaux, d'ambiance, de party pour tout type d'événements. Génial. D'ailleurs, Pascal et moi, on est incubés plus ou moins à la piscine ensemble. En plus, on se connaît d'en dehors. Merci. Ouais. Je pense que parce que toi, tu animais également une soirée corporative où tu étais DJ. Je crois que j'ai vu les photos. Ah, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Mais tu sais, dans le cadre de mes activités chez Deloitte, j'ai eu la chance de... Puis j'en parlerai peut-être plus loin, mais j'ai eu la chance de participer dans divers événements, comme DJ, mais aussi comme... leader d'un groupe de professionnels noirs. Puis je pense que c'était là qu'on s'est rencontrés. Donc, dans le cadre de ce rôle-là, ça nous permettait de faire la promotion des professionnels noirs au sein de Deloitte, d'organiser des activités, des événements pour rejoindre plus la communauté de professionnels noirs à l'intérieur de Deloitte, mais à l'extérieur aussi. Okay. Donc, c'est un rôle que j'ai occupé pendant quelques années. Est-ce que c'est toi qui avais fondé ce regroupement ou tu l'as juste accompagné pendant quelques années? Non, en fait, c'est un regroupement qui existe déjà à l'échelle nationale. Mais quand je suis arrivée chez Deloitte, on m'avait parlé que ce groupe-là existe, mais pas à Montréal. Donc, il y a un groupe de collègues de Deloitte qui se sont mis ensemble pour repartir, pour vraiment le créer un groupe régional, parce qu'on sait qu'au Québec, on est différent. On a des besoins particuliers, donc on voulait vraiment prendre le contrôle de ça, puis de créer quelque chose d'intéressant à Montréal. Donc, c'est comme ça que ça a reparti le bal ce qu'on appelle le CBPN, ou le Réseau des professionnels noirs de Deloitte. On peut dire que c'est déjà une première intrapreneuriat d'impact que tu as commencé comme ça? Oui, exactement. Donc, j'ai pris les rênes en 2019 ou 2020 environ. Puis, avec ça, on a pu créer plein d'activités, des événements. On a pu... j'en parlerai en détail, mais il y a plein de choses qu'on a été capable de créer à travers ça. Merci beaucoup. Et toi, Christian? Et merci beaucoup, Léa, de nous avoir invités aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver, toi et Pascal, aujourd'hui pour parler justement d'entrepreneuriat d'impact. Je suis chez Fira Capital maintenant depuis un peu plus d'1 an. Avant, j'ai passé la dernière décennie dans le monde conseil également, Accenture, CGI, fait toujours technologie, cybersécurité. Et ça m'a mené un peu à voyager pas mal d'endroits, États-Unis, Europe, Canada, Ouest canadien. Et puis... une des activités bénévoles d'entreprise où on allait dans des écoles, en fait, apprendre aux jeunes du primaire le codage informatique de manière générale. J'avais constaté que très peu connaissaient c'était quoi la cybersécurité. Puis lorsque je tombais sur un élève au primaire ou une élève qui connaissait c'était quoi la cybersécurité, c'est parce qu'il y avait un parent direct qui travaillait en cybersécurité. Puis c'est un choc pour moi de dire que l'avenir est numérique. Puis les jeunes au primaire, je n'ai pas dit les jeunes au secondaire ou à l'université, parce qu'on s'entend que rendu au secondaire ou à l'université, les jeunes ont déjà décidé s'ils voulaient devenir avocat ou informaticien, là, puis il est trop tard pour vraiment faire un changement de carrière, même s'il y a des reconversions. Fait que c'est ça qui m'a poussé en fait à fonder le Black Hack Club, qui a été, je veux dire quoi, que Génération d'Impact de la Jeune Chambre a contribué beaucoup à ce qu'il prenne une belle forme.
Génial. Ça comme ça. Bah, merci beaucoup pour cette petite introduction. Pour revenir un petit peu sur un terme qu'on a déjà un peu nommé, l'entrepreneuriat d'impact, est-ce que vous êtes capable de donner une définition qui s'adapte à votre secteur ou est-ce que vous pensez qu'est l'entrepreneuriat d'impact? Est-ce que Pascal, tu veux commencer? Oui, ben, je peux commencer, si tu me permets, Christian, mais je pense que, en tout cas, je veux pas, comment on dit ça, là, tout dire, mais je pense que l'entrepreneuriat d'impact, c'est tout type d'initiative, tu sais, quote-unquote, capstone, là, qui sont pas, peut-être pas dans les activités courantes de l'emploi, mais qui permet de développer, d'initier quelque chose de différent. Puis, tu sais, je mets l'accent sur l'aspect différent parce que je crois que c'est dans l'intérêt des entreprises de développer des initiatives qui apportent la valeur à la communauté, qui redonnent à la communauté. Donc, pas juste créer de la richesse de façon monétaire, mais créer une certaine richesse aussi au profit de communautés ou de causes. Right? Donc, c'est pour moi ça, l'entrepreneuriat d'impact. Je trouve que c'est une très belle définition. Puis je pense que ça fait beaucoup de sens dans nos générations. On cherche beaucoup du sens aussi dans qu'est-ce qu'on fait. Voilà, ouais. Génial. Est-ce que c'est une définition de l'entrepreneuriat d'impact en général ou bien d'impact secteur technologique? Plutôt dans le secteur technologique, mais en général, ça peut être aussi si tu as une... Ben, je dirais que l'entrepreneuriat d'impact, particulièrement le secteur technologique, c'est vraiment comment est-ce que... je vais centrer un peu ça sur la relève d'affaires. Comment est-ce que la relève d'affaires vont essayer de transformer les organisations ou les communautés dans lesquelles elles évoluent de façon durable en tirant profit de ce que la technologie offre. Et ce n'est pas toujours forcément d'utiliser la technologie pour résoudre une cause. L'entrepreneuriat d'impact peut également viser à réduire la fracture numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les technologies évoluent à un rythme fou, si je peux dire ça comme ça. Absolument. Puis, si vous regardez le taux d'analphabétisme numérique, c'est très criard. Fait juste ça, c'est notre pan. Puis, ça peut également être de vraiment réduire les biais amenés par la technologie. C'est tout ce qui est vraiment équité numérique. La technologie, oui, on développe, on parle des algorithmes et tout, mais ces algorithmes-là, vu qu'ils sont entraînés avec des données biaisés, mais parfois les résultats sont très biaisés. Il y en a tellement d'exemples, que ce soit sur des biais en matière de diversité féminine, c'est pour les femmes, pour les communautés minoritaires, etc. Fait que je pense que c'est vraiment comment utiliser la technologie pour faire évoluer notre société, notre organisation de manière durable et de manière innovante. Absolument. Vous avez donné vraiment une définition hyper complète à vous deux, vraiment. Et j'aime beaucoup le fait que vous parliez tous les deux du côté aussi communauté. Je pense qu'en entrepreneuriat d'impact, on pense souvent à un objet, un produit concret, un service, mais on ne pense pas aussi au côté qui est communauté, comment on intègre ce côté-là dans une définition d'impact. Et comment, dans un secteur avec déjà beaucoup d'innovation, parce que dans vos milieux qui sont plutôt formels, traditionnels, avec beaucoup de sécurité, on arrive à intégrer ce genre de projet-là, puis justement intégrer des communautés ou des nouvelles approches en tant qu'employé. C'est une grosse question, hein? Oui, c'est une grosse question. C'est vrai que c'est une très, très grosse question, je dirais. Ben, je peux essayer un peu de prendre les deux volets. Dans nos communautés au quotidien, un exemple simple, on voit de plus en plus la fraude en ligne augmente, que ce soit les personnes âgées, les nouvelles personnes immigrantes, que ce soit même les tout jeunes qui sont au contact du numérique, qui croient que toute personne qui t'envoie une demande d'amis sur les réseaux sociaux veut forcément être ton ami en réalité. Fait que parfois, on trouve ce besoin et du coup, naît donc l'envie de pouvoir éduquer ces personnes pour réduire une certaine facture numérique. Rien que là tu as beaucoup d'initiatives d'impact qui se créent là-dessus, que ce soit en matière de sensibilisation numérique des jeunes au secondaire ou des jeunes qui sont dans l'adolescence déjà, réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, etc. Fait rien que ça, il y a beaucoup. Je connais des OBNL qui aident justement les jeunes à sensibiliser sur le danger du numérique. Il y en a également qui aident d'une autre manière. Il y a beaucoup de jeunes qui décrochent de l'école traditionnelle, mais qui sont des passionnés de technologie. Ouais.
Puis il y a des OBNL qui disent, ben, viens là, nous on va t'aider. Viens. Peut-être tu vas aimer le coding, peut-être tu vas aimer le codage, peut-être tu vas aimer la cybersécurité, tu vas savoir c'est quoi les policiers qui travaillent dans le cyberespace. Puis ces jeunes-là aident. Fait que il y a tellement d'initiatives, puis tu vois comme ces jeunes que dans l'école traditionnelle, on aurait dit, ben, ils ont décroché, ils ne veulent pas apprendre l'art ou la science, etc., mais qui se trouvent une passion pour la technologie, puis là, ils trouvent, puis après, ils trouvent le qu'on est dedans. Maintenant, au sein des organisations, parfois, c'est plus difficile. L'organisation, dépendamment de quelle organisation, les organisations qui, il faut qu'à la fin d'année, le bilan financier part. C'est que là, quand vient des initiatives d'inclusion, de diversité, parfois, c'est comme, qu'est-ce que ça nous amène maintenant? Grand merci, aujourd'hui, il y a beaucoup de rapports qui démontrent que diversité et inclusion, sur toutes ces formes, neurodiversité, parité, rend les organisations plus performantes. Fait que parfois, quand des employés à l'interne viennent avec des initiatives, la haute direction, ils prêtent quand même une certaine oreille. Fait que c'est ce que je dirais. Oui. Ben merci. Je pense que, au sein des organisations, donc, il y a non seulement la diversité, l'inclusion, mais en tout cas, chez Deloitte, on a l'opportunité, la chance de contribuer de plein de façons. La première étant, comment est-ce qu'on peut contribuer et mettre à profit nos compétences pour des OBNL. Donc, comme tu l'as dit, au sein de Deloitte, on a initié des projets pour être en mesure d'aider des organisations à but non lucratif, que ce soit pour des produits, développer des produits en intelligence artificielle, ça peut être donner de la formation, ça peut être, c'est très, très, très varié les types de choses qu'on peut contribuer auprès d'organisations à but non lucratif. Mais il y a aussi, dans les entreprises, le pouvoir d'incuber des idées. Donc, par la force du nombre, le fait qu'il y a beaucoup de gens dans les organisations, ils ont des belles idées, on a différentes générations qui sont touchées par différents enjeux. Absolument. Donc, pourquoi pas utiliser cette intelligence-là, l'intelligence collective, pour créer, initier, incuber des idées au sein de l'organisation et aider ces gens-là, ces idées-là à se développer. Oui, c'est difficile parce que ça prend l'investissement. Fait que les conditions économiques étant ce qu'elles sont, mais ça a l'air de reprendre, mais bon. Donc, ça peut être difficile pour les organisations de voir ça, mais c'est clairement, je pense que c'est tellement un gage de confiance en ces personnes d'investir du temps, des ressources sur des idées qui pourraient avoir de l'impact. Absolument. Et j'aimerais peut-être ajouter que de plus en plus d'organisations, ils prêtent vraiment une oreille très attentive aux idées justement incubées au sein de l'organisation. Et j'aimerais ajouter même nos organisations publiques. Je mentionne les organisations publiques parce que souvent, la population, on se dit, au gouvernement, ils prennent juste notre argent, on ne fait rien. Puis je m'en voudrais de ne pas en parler. C'est vrai que je déclare un conflit d'intérêts sur un conseil d'administration d'une organisation publique, mais là aussi, j'ai l'opportunité de voir des projets qui sont portés par des employés à l'interne et qui permettent en fait d'améliorer l'accès aux services publics auxquels nous tous on doit faire. Ça prouve que même au sein du gouvernement, on accorde de la valeur aux initiatives portées de l'interne. Absolument. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des exemples, que ce soit dans ce que tu fais en OBNL ou même dans vos jobs traditionnels, est-ce que vous avez des exemples de réussite, de projets d'impact comme ça, d'entrepreneuriat? De mon côté, multiple. Comme je dis, on fait beaucoup de travaux auprès de communautés, mais en termes d'intrapreneuriat, comme je dis, chez Deloitte, au sein de l'organisation, on a vraiment des initiatives que les employés viennent nous apporter et qu'on amène à, on les développe, ces idées-là, on les aide, les employés, à comprendre, OK, comment est-ce qu'on peut la mettre en place, à développer une première itération de ces idées-là, de chercher des investissements à l'interne pour que ces idées-là puissent faire des revenus. Donc, l'entreprise peut
aussi profiter de ces initiatives, puis d'en tirer un revenu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant pour les organisations dans ce sens-là. Puis je crois que, ou même au niveau des changements climatiques, je pense qu'il y a une responsabilité que les entreprises ont, bien sûr. Donc, les gens, comme j'ai dit, ils ont des idées. Nous, chez Deloitte, on a plein d'initiatives qui visent à soit sensibiliser les gens à l'interne au changement climatique et comment faire pour, je ne sais pas moi, adopter une alimentation qui est beaucoup plus saine, mais qui est plus climate friendly, si je peux dire ça. Avec les saisons, etc. Exactement. Comment est-ce qu'on peut éviter le gaspillage? Comment est-ce qu'on peut adopter des pratiques de chercher des fournisseurs ou des façons de faire qui sont plus durables? Donc, il y a plein de... dans les processus à l'interne, il y a plein d'initiatives qui peuvent être mises en place pour justement sensibiliser les employés, mais les employeurs aussi, face à ces enjeux-là. Moi, je parlerais, dans plusieurs organisations que j'ai faites jusqu'à date, il y a beaucoup de projets où souvent l'entreprise s'est combinée avec des OBNL. Je dirais avec le Black Hack Club, par exemple, nous, on essaie de se mettre avec des OBNL justement pour donner de la formation à des gens à l'interne. Je peux citer par exemple l'OBNL, un itinéraire pour tous avec qui on travaille, pour pouvoir sensibiliser les gens de cette OBNL-là aux enjeux de cybersécurité. Pourquoi? Parce que, une fois, j'étais avec quelqu'un, il disait, c'est quoi, qu'est-ce une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais à la cybersécurité au Québec? Je dirais, les OBNL, les PME, ce seraient les équipements en cybersécurité. Je prends une OBNL comme une chaîne pour tous qui traite beaucoup de personnes qui décrochent, etc. Mais ils n'ont pas forcément toute une attention. Le dossier cybersécurité, on n'y prête pas beaucoup attention. Si on regarde les dernières années, les cégeps ont été beaucoup touchés par des attaques par des cyberattaques. Avec des OBNL, on travaille pour équiper, former, j'ai donné des ateliers pour la communauté, pour vraiment relever, je dirais, son hygiène de cybersécurité en quelque sorte. Absolument, mais en fait, c'est un super exemple de citer en fait, ton projet d'impact. D'ailleurs, on peut rebondir là-dessus. Est-ce que, donc on a compris, Christian, toi, dans ton projet de génération d'impact, donc ton projet d'entrepreneuriat d'impact, c'était de donner des ateliers de cybersécurité, c'est bien ça? Exact. Dans les écoles. Est-ce que vous avez d'autres missions ou est-ce que c'est principalement ce que vous faites? Non, ce n'est pas principalement. Il y a deux choses. Il y a donner, c'est vraiment former la relève en cybersécurité. Dans la communauté également, de former des ateliers justement dans des OBNL qui sont en contact avec les populations vulnérables, pour qu'ils soient conscients des enjeux de cybersécurité. J'aurais bien aimé ne pas faire ça, mais avec les fraudes de banques, etc., qui augmentent tous les jours, on se dit que ça prend toujours d'aller rejoindre. D'ailleurs, on a fait un atelier avec justement l'ARPN, en collaboration avec l'ARPN, l'Association des réseaux professionnels noirs, en novembre dernier au centre La Saline. Puis j'étais surpris parce que lorsqu'on faisait l'atelier, c'était normalement pour les jeunes, mais comme c'était un samedi, il y avait des parents qui étaient venus accompagner ces jeunes-là. Fait que du coup, les parents assistaient aussi également aux ateliers. Ils apprenaient, parce qu'il y avait des parents qui étaient capables de dire « Oui, d'ailleurs, on a reçu une fois quelqu'un qui nous a appelé, qui a fait ceci, etc. » Ou la police a toqué à notre porte parce qu'il y avait quelqu'un dans notre immeuble, quelque part, qui faisait de quoi. Et les parents aussi apprennent là-dessus. Fait que c'est une des missions du Black Hack Club. Une autre mission également, c'est d'essayer de fédérer les professionnels noirs qui travaillent en cybersécurité pour leur donner plus de visibilité. Moi, j'ai posé la question souvent aux gens, on va à des conférences de cybersécurité à Montréal depuis une décennie. Prends une conférence où il y a 100 speakers, 100 personnes, 100 conférenciers ou 100 conférencières. Combien de personnes noires il y en a de conférenciers? C'est regarde le ratio, tu vois tout de suite de quoi je parle. Également, les start-upers, les PME qui travaillent en cybersécurité, combien sont mises de l'avant? Peux-tu m'en citer 4 qui sont difficiles pour les gens? Moi, je suis capable d'en citer 4 parce que je les connais, mais personne ne donne la visibilité. Fait que l'autre objectif du Black Hack Club, c'est vraiment de mettre en avant ces profils-là. Et à long terme, on vise de mettre sur pied un boutin
Parce que souvent, j'ai rencontré souvent des journalistes qui disent non, on aimerait ça les connaître, mais on ne sait pas où trouver. Mais là, je dis, Rôle Boutin, tu ne pourras plus dire que tu ne sais pas. Absolument. C'est une bonne idée. Plus d'excuses. Ouais, exactement. Exactement. Merci beaucoup. Et toi, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton projet de Génération d'Impact? Oui, bien sûr. Alors, mon projet de Génération d'Impact, j'ai beaucoup cogité là-dessus. J'ai dû faire beaucoup de brainstorm là-dessus parce qu'on avait tellement initié de choses auprès du réseau des professionnels noirs en Seine-de-l'Ouest. Je me dis, quoi d'autre qu'on peut faire qui serait innovant? Et là, je me suis assise sur une idée qui était assez simple, mais c'était pour aider. Tu sais, on était en activité depuis un bon bout de temps, puis bon, on créait beaucoup d'initiatives, mais on voulait voir plus d'autres groupes de ressources se créer au sein de l'Ouest. Puis l'idée, c'était de créer un manuel qui permettait à d'autres groupes de ressources de se créer. Ben là, dans ce temps-là, il y a d'autres groupes de ressources qui se sont faits, puis informellement, bon, il y a plein de ressources qui ont été transmises. Le manuel, en tant que tel, n'a jamais été créé, mais l'objectif a été atteint. Donc, il y a d'autres groupes là, qui se sont mis en activité. Ça a créé, en fait, plus de groupes de ressources d'autres communautés. Donc, les communautés maghrébines, communautés latino, qui se sont mis ensemble. Asia-Pacifique aussi, chez Deloitte. Donc, il y a plein de petites communautés qui sont plus grosses maintenant, qui se sont créées. Donc, je suis très fière de ça. Je suis très fière de voir que ça a pullulé, ça a créé d'autres petits bébés. Et parce qu'on était actifs, mais un peu tout seul. Puis je pense que cette force-là qu'on a, c'est d'avoir vraiment plein de gens diversifiés et plein de belles idées, plein de gens qui sont motivés. Donc, voilà, c'était ça l'idée. C'est génial. On sent vraiment aussi que vous êtes animés aussi par la force du réseau, par l'importance du lien. Je suis vraiment curieuse d'où vous venez. J'imagine que c'est quelque chose qui aussi vous parlait personnellement. Mais est-ce que si vous avez choisi ces sujets-là pour des raisons particulières ou est-ce que les enfants, par exemple, c'est quelque chose qui touchait particulièrement de voir cette inégalité-là d'accès? Mais oui, absolument. Si tu regardes dans le monde technologique en général, même pas spécifiquement cybersécurité, il n'y a pas beaucoup de femmes en technologie. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de talents également en technologie. Je veux pas, là, il y a beaucoup de gens, les dernières années, qui ont fait des reconversions. Dans une certaine casquette, j'enseigne également. Puis il y a des gens qui étaient parfois dans des métiers d'infirmiers pour virer en technologie ou cybersécurité. Mais malgré ça, on manque toujours de ressources. Puis, qu'est-ce que les gens font dans l'entreprise? C'est on va se voler des talents. Les entreprises vont se voler des talents. Il y en a qui vont créer des chaires de recherche, sponsoriser, donner des bourses dans des programmes. Mais si on continue de faire de plus en plus, ça veut dire que ce n'est pas encore assez. Mais moi, je me suis dit, il faudrait peut-être impulser l'envie de faire la technologie aux jeunes dès le primaire, pas au secondaire. Parce qu'au secondaire, ils savent déjà s'ils veulent devenir médecin ou pas. Et ils calculent leur code R parce qu'ils veulent entrer en médecine. Et qu'ils savent déjà tout ça. Fait que du coup, nous l'avions avant. Peut-être qu'on va augmenter le bassin et d'inciter également plus de jeunes filles à se diriger vers la technologie. Fait que c'est vraiment ça qui m'a passionné. Puis aujourd'hui, jeune papa de 2 enfants, garçon, fille, j'espère qu'ils vont aimer vouloir faire la technologie, en technologie plus tard. En tout cas, pour moi, c'est à peu près le même principe que Christian, c'est que quand tu arrives en entreprise, en tant que personne noire, tu te trouves un peu seule. Là. Il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, c'est très facile de les spotter puis de les rejoindre. Mais aussi, puis je pense que ça s'améliore beaucoup. Je pense que les entreprises ont fait beaucoup pour un peu changer la donne par rapport à ça. Mais là où le bas blesse, c'est quand tu vas au poste de management. Il y en a, on les perd. Il y en a vraiment pas beaucoup. Les pourcentages baissent drastiquement. Donc, plus que tu montes dans la hiérarchie, moins on a de personnes, particulièrement des personnes de race noire. Donc, pour moi en tout cas, la mission du réseau des professionnels noirs, c'était de essayer de maintenir ces gens-là, de développer un réseau d'entraide
pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui trouvent des ressources pour aller accéder à des postes plus hauts, pour qu'on puisse discuter des enjeux, qu'ils puissent trouver des mentors dans l'entreprise qui seraient en mesure de les guider et aussi leur montrer une route, tu sais, la route, tu sais, c'est quoi le roadmap pour se rendre là? Absolument. Fait que souvent, on se trouve, je pense, seul dans notre expérience et on pense que, parce que je le vois pas, c'est pas très, très atteignable. Mais moi, j'ai eu la chance de trouver des mentors géniaux qui m'ont propulsée vers le haut, qui m'ont poussée à continuer puis d'aller plus loin, puis qu'ils ont compris mon expérience, malgré qu'ils ne l'ont pas vécu, compris mon expérience, puis capable de discuter justement de ces enjeux-là, parce que même en tant que femme, je vais avoir en tant que femme noire, je vais avoir des enjeux, en tant que femme, je vais avoir des enjeux, donc je suis comme intersectionnalité. Croiser des chemins. Mais voilà, c'est ça qui a été super motivant pour moi dans ces initiatives-là, c'est de créer justement des réseaux qui encouragent l'entraide, puis qui encouragent que des personnes s'investissent pour donner plus de mentorat, et mieux guider les gens. Donc, voilà. Je dirais que ce qu'on mentionne, Pascal, c'est que oui, les alliances internes sont importantes. Avoir des alliés internes sont importants. Une organisation, une communauté, c'est pas des endroits où on va dire en tant qu'héros solitaire, je vais porter le drapeau puis foncer. Non, ça prend des alliances internes, ça nous prend des alliés pour atteindre des objectifs. Tout à fait. Oui, vraiment. Puis d'ailleurs, je vais faire le pouce sur le fait que ce que vous dites, le fait d'avoir des modèles, puis des gens qui sont là, des alliés qui sont là à votre côté, c'est super important. Puis d'ailleurs, le réseau, c'est quelque chose qu'on répète énormément, puis qu'on sous-estime. Et je pense qu'on n'est pas tous égaux face au réseau et que c'est quelque chose qu'il faut développer. Est-ce que vous avez un réseau, votre premier soutien, à qui vous pitchez vos idées quand vous en avez, et qui sont là pour vous soutenir? Je vais juste sur ta question, parce que Christian l'a mentionné, mais il y a un réseau qui s'appelle le ARPN qui s'est créé dans les derniers mois, années. Là. Puis ça, c'est venu de quelques personnes qui se sont dit, chaque entreprise a leur propre réseau, on va les rejoindre, ces réseaux-là. Puis on va créer un plus gros réseau de gens. Pourquoi est-ce qu'on se limite aux gens de notre entreprise? Puis, allons voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis ça, c'est encore plus riche comme conversation parce que je suis capable de parler avec des gens comme Christian qui me dit qu'est-ce qu'il fait chez Fiera Capital. Puis il me dit comment il a fait pour gérer certains enjeux. Donc, non seulement tu peux avoir des alliés à l'interne, tu peux avoir des alliés à l'externe. Absolument. Right? So, je trouvais que c'était ça. Non, c'est vraiment... tu as absolument raison. Ce dont mentionne l'IA, c'est d'ailleurs... je fais pas la publicité, là, je suis pas membre de l'exécutif de l'ARPN. C'est un événement qu'ils organisent bientôt, là, en janvier. C'est justement comment est-ce que les personnes noires peuvent développer leur réseau à l'interne. Les stratégies. Il y a certaines clichés sur la communauté de dire souvent que l'on est très énergie, hors temps ou est très neigeux ou bien très fou furieux. Il y a quelqu'un qui dit j'ai bossé très dur toute l'année mais j'ai pas eu ma promotion. Pourquoi l'autre promotion? Parce que c'est pas juste de faire sa job, il y a d'autres codes organisationnels qu'il faudrait comprendre, et c'est pas que tu le mérites moins ou que la personne mérite moins, c'est juste que la personne a fait un 1 + 1 + 1 + 1 qui vaut 5. Toi, tu as juste fait beaucoup 1, puis plus 1, mais... Puis il y a les biais aussi, j'imagine, des deux, de l'autre bord aussi. Oui, tout à fait. Oui, on ne va pas ignorer les biais, ça, absolument. Absolument. Fait que je pense pour son réseau, c'est vraiment... Moi, quand j'ai une idée là pour développer, parce que tu parlais de comment est-ce qu'on développe son réseau, moi, il y a des gens à qui je pitch, de diverses communautés, parce que je veux pas qu'on veut que son idée ait du succès, ça ne va pas seulement concerner notre communauté, il faudrait aussi l'acceptation, bien, prendre le feedback des autres, le feedback, tu demandes, puis là, les gens vont te dire, c'est bien, c'est pas bien. Je parlais du Black Hack Club, mais
Très peu savent que c'est une idée qui a germé. Mais peut-être ceux qui étaient à la soirée de clôture Génération d'Impact, ça a pris 4 ans à mettre sur pied. Ça a pris 4 ans. On avait l'idée, mais quel était le bon véhicule? Et Génération d'Impact a aidé, justement aidé parce que je parlais avec des gens, je parlais avec des mentors du Polydéos. Puis ils ont aidé à raffiner jusqu'à qu'on arrive à quelque chose de correct. Ouais. Tu sais, pour ma part, comme par exemple pour mon idée d'entrepreneuriat, Jam, j'ai plusieurs réseaux. Tu sais, j'ai plusieurs réseaux. Fait qu'il faut que ce soit... Je pense que ce qui est important pour Jam, pour moi, c'était que je puisse utiliser mon réseau d'artistes qui est autour de moi, mais mon réseau aussi de technologues qui est autour de moi pour comprendre aussi quelle technologie que je pourrais mettre derrière. Fait que je pense que il faut avoir des alliés, il faut comprendre aussi comment est-ce que les gens peuvent nous servir, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider, comment est-ce qu'on peut aider aussi. Donc, c'est un échange constant. Mais pour ma part, pour même d'autres idées de comment est-ce qu'on pourrait mieux aider la communauté, je pense que les réseaux, ça a été toujours là pour contribuer à offrir des idées, offrir de l'aide aussi. Même à l'extérieur, là, je pense qu'avec d'autres, comme j'ai dit, d'autres collègues à l'extérieur, on a été capable de... On a les mêmes enjeux, right? So, pourquoi pas en discuter, en parler, puis voir, OK, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Même comme moi, j'étais à la tête du CVPN, c'était vraiment cool de trouver d'autres gens dans d'autres groupes pour dire, OK, comment vous gérez les choses? Puis là, des fois, on se disait, ben, quand on se compare, on se console, ça va bien. Ça va bien, mais voilà, c'était toujours utile. Puis tout le monde a été très chaleureux puis très généreux de leur temps, de leurs idées. Donc, c'est ça. Ça renforce l'idée d'avoir des alliés un petit peu partout. J'en suis sûre. Et justement, le réseau, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à ça. C'est quelque chose qui se bâtit. Mais des fois, on ne sait même pas par où commencer. Un nouvel immigrant ou quelqu'un qui vient d'arriver, qui change de carrière. On ne sait pas tous comment commencer. Puis souvent, pour bâtir un réseau, passer par des formations, passer par des outils, des accompagnements, ça peut aider. Est-ce que vous avez des références ou des programmes que vous connaissez qui pourraient aider quelqu'un qui veut faire de l'intrapreneuriat d'impact et se bâtir un réseau là-dedans? C'est vrai qu'on est la jeune chambre, mais ce serait Génération d'Impact. Moi, j'ai beaucoup d'amis ou bien de connaissances d'amis qui sont parfois venus d'Europe. Puis la première chose, je bâtis mon réseau, je dis, bon, allez, allez au 5 à 7 de la jeune chambre. J'ai pas d'autres... Si vous étiez à l'université, j'allais dire, allez au 5 à 7 de vos collègues de faculté, allez aux associations étudiantes, vous impliquer, vous allez rencontrer du monde. Mais dans le monde professionnel, il n'y a pas de... En dehors des 5 à 7 professionnels, c'est la jeune chambre. C'est parfois ceux de l'organisation, mais tu vas voir juste tes collègues. Alors qu'à la jeune chambre, tu vas rencontrer des gens de d'autres entreprises, d'horizons diverses, qui ont des difficultés, qui ont leur propre réalité, disons ça comme ça. Puis après, si tu veux vraiment avoir un impact, moi, je dirais, c'est de commencer avec le programme de Génération d'Impact. C'est pour ça que la Jeune Chambre, là, c'est pas pour rien que c'est la plus vieille Jeune Chambre de commerce francophone. Fait que nous sommes à Montréal, fait que pourquoi pas commencer par là et bâtir son réseau à partir de là. Parce qu'après, un réseau, je pense, c'est une graine qu'on sème. Puis après, un jour, le fait de voir Pascal, elle m'avait dit, j'avais quelqu'un me dit, je cherche une DJ noire, je connais Pascal. Puis après, ton réseau commence à s'étendre de par tes actions futures. Ouais. Absolument. Puis, tu sais, au sein d'organisations, comme je l'ai dit, je pense que c'est pas toutes les organisations qui sont au même niveau, mais tous les gens qui veulent créer des initiatives d'impact, par exemple, en technologie, on a ce qu'on appelle des hackathons. Donc, des hackathons, c'est des initiatives... Tu regroupes plein de techniciens, technologues, là, développeurs, tu leur donnes un challenge et ils vont s'en aller et développer une idée. Et c'est à l'entreprise aussi de s'assurer qu'ils mettent les investissements, les ressources nécessaires pour développer cette idée-là. Mais ça, c'est une opportunité. Donc, encouragez vos entreprises à créer des enjeux ou en tout cas de penser à des enjeux qui auraient un impact. Je dirais... s'investir dans des initiatives, dans des opportunités. Je crois que, pour ma part, chez Deloitte, on a plein d'associés qui doivent aider des clients qui veulent contribuer à les aider. Allez leur parler.
Vous pouvez leur dire, trouver des idées de cette façon-là. S'investir sur des CA aussi, peut-être. Ça aussi, c'est une belle façon de le faire. Je pense que... Mais pour un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut faire germer une idée. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Encore là, moi, je réitère, la force d'avoir des alliés, c'est le fun, ça vous permet justement de développer vos idées, de la former, de la formuler pour que ça puisse ça puisse encourager d'autres gens à vous aider. Mais il y a aussi des initiatives qui existent déjà, donc il faut s'investir, il faut se donner un petit peu de notre temps, mais ça vaut la peine, je pense. Ça vaut vraiment la peine parce que ça donne un sens à ce qu'on fait. Puis ça donne un autre challenge à acquérir, à accomplir. Donc, j'encourage fortement à regarder autour de vous s'il y a déjà des initiatives qui existent, puis d'utiliser ça comme véhicule pour ajouter une petite touche d'impact là-dedans. Absolument. Il faudrait un annuaire, comme on disait tout à l'heure. Un bottin d'activités. Exactement, avec toutes les activités. Mais je fais vraiment du pouce sur ce que vous dites. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Je pense que quand on s'intègre dans un réseau et qu'on fait partie, qu'on donne son temps, on nous le rend fois 1000. Donc, ça vaut la peine de... C'est pas toujours facile. Absolument. Il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps. Il y a des challenges à l'interne. Des fois, il faut... avoir les bonnes permissions, il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir le budget. Fait que c'est sûr que la route peut avoir l'air longue, mais elle en vaut la peine. Je pense que ça en vaut la chandelle. Vraiment. Puis d'ailleurs... Oh, oui, c'est non, j'allais dire qu'il faut rester audacieux également. Parfois, on parlerait pas, puis le statu quo est bien établi, puis remettre en question ce statu quo ne va pas toujours être facile, mais il faut rester audacieux et rester toujours aligné sur ses valeurs. Que ce soit dans toute forme d'implication. Tu as parlé des CA, on parle plus des CA, puis les CA, je veux dire comment, disons rigides, moins ouverts au changement, résistants au changement, je vais dire ça comme ça, mais il faut être audacieux. Je ne sais plus qui avait dit l'audace a du génie, de la magie, etc. Absolument. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de défis, etc. C'est quoi les plus gros défis que vous avez eus avec vos projets? J'imagine la mise en place, déjà, doit être un gros défi. Le temps. Ouais. Ça, c'est un le gros... temps, parce que, je veux dire, la vie continue. La vie continue, mais c'est surtout, en tout cas chez Deloitte, on a un emploi, right? Donc, il faut servir des clients, on a des livrables, on a des délais très courts. Donc, c'est souvent très difficile d'être capable de remplir tes obligations qui, elles, vont te permettre de rayonner au sein de ton travail, au sein de l'entreprise, mais aussi de remplir d'autres obligations qui te tiennent à cœur. Donc, on se trouve un peu... Toujours le débat d'équilibre. Le débat de l'équilibre, puis de jongler les deux. Donc, je pense que ça, c'est un premier challenge. Mais le deuxième challenge aussi, c'est que dans le sein d'organisation, faut être audacieux. Donc, ça veut dire que tu veux, comme tu dis, un petit peu briser le statu quo. Absolument. Donc, ça se pourrait que tu aies beaucoup de gens à convaincre pour le faire avant d'arriver à quelque chose. Puis ça se pourrait que ton idée soit super belle au début, puis ce soit pas la même chose après. Mais il faut, comme on dit en anglais, trust the process, puis de s'amuser, de faire l'expérience, d'être ouvert à l'expérience plutôt que le résultat final. Puis je pense que si on arrive à un résultat, un seul, on a déjà eu un impact. 100%. Fait qu'il faut aussi être conscient de ça. Absolument. Mais je pense, parce que là, résumé tout, là, c'est le temps. Le temps nous manque. Le temps nous manque nous tous. Puis certains s'en rendent compte. Ces derniers temps, je prends juste l'exemple sur LinkedIn. Il y a beaucoup qui ont annoncé qu'ils quittaient la plateforme ou bien qu'ils n'allaient plus faire des publications. Parce que même juste faire un post te prend du temps. Ben oui. Du coup, prendre un post peut te prendre 30 minutes de ton temps. Puis c'est 30 minutes où tu te déconnectes de l'activité précédente que tu faisais. Pour le Black Hat Club, on a organisé des ateliers en novembre. On a organisé un 5 à 7 ans de professionnels. Ça n'a pas été évident, c'est le rush de la fin d'année.
Puis ce matin, je m'excusais à un ami parce que je n'avais pas pu honorer un rendez-vous qu'on avait pris ensemble de lundi en novembre. Puis je m'excusais aujourd'hui en janvier et je lui promettais que mercredi prochain, on dînerait ensemble et on n'a plus trop de temps. Fait que souvent, il y a des gens qui sont très compréhensifs. Ils sont comme, non, tu m'as mis de côté. Puis même à l'interne, des gens à convaincre, ce serait pareil. Tu vas venir avec ton idée, tu vas cogner à la porte, on va te dire oui. Ben, les autres n'ont pas le temps non plus. Oui, exact. Fait que ça va être difficile, mais je pense que lorsqu'on est vraiment passionné, lorsqu'on tient une idée qui nous tient vraiment à cœur, l'essentiel, c'est de faire des petits pas chaque jour. C'est de savoir qu'on avance au moins, même si c'est tout petit. C'est les contraintes, que ce soit professionnelles, familiales, existeront toujours. C'est ça qui fait partie de nous. On ne peut pas éliminer ces contraintes-là, mais c'est juste de garder le cap et d'avancer petit à petit. Absolument. Je trouve que c'est vraiment des très très bons points que vous donnez là. Mettons, si vous deviez donner une ou deux compétences que quelqu'un devrait développer, un jeune ou une jeune qui voudrait se lancer justement, ce serait quoi les compétences clés justement à mettre de l'avant? Parce que j'entends beaucoup résilience, vous parlez des enjeux, de tous ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Communication. Absolument. Communication, persuasion. Absolument. Et je dirais peut-être authenticité, de rester authentique. C'est parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, justement, à force de publications, LinkedIn, de likes, d'Instagram, on peut être parfois tenté d'embellir ou de mentir un peu, mais là, on perd son authenticité. Puis parfois, ça nous rattrape, mais je pense vraiment le sens de la communication, de vraiment communiquer ce qu'on veut et de pouvoir convaincre les autres d'embarquer avec nous dans cette aventure folle et de rester authentique parce que, tu sais, quand vous arrivez à bien communiquer, vous arrivez à convaincre les gens et qu'ils embarquent dans le bateau avec vous, ils ont embarqué par rapport à ce que vous leur avez dit. Fait qu'il faut rester authentique et fidèle à vos valeurs. Ouais. C'est ça que je dis. Je pense qu'il faut juste être passionné, ambitieux. Faut être capable de ne pas abandonner. Donc, tu as parlé de résilience, je dirais être passionné. Donc, aimer le processus, comme je disais tout à l'heure, mais l'ambition, surtout, là, c'est de think big, d'essayer de penser à des trucs qui peuvent être super intéressants, puis de ne pas s'imposer des limites trop dans le début. Mais, donc, il faut être ambitieux, il faut être capable de penser à un petit peu plus grand, un petit peu plus... c'est plus grand que nous, en fait. Donc, faut juste y aller. Et voilà. Génial. Je pense que vous avez quelque chose à ajouter? Mais ambition, c'est quand tu parles d'ambition, il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit. C'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, ils sont plus on parle d'entrepreneuriat, ils sont plus des entrepreneurs. Mais je dis souvent aux gens, c'est une des startups qu'on voit beaucoup dans les journaux un peu partout en intelligence artificielle au Québec, c'est Erudit. C'est Erudit qui est d'ailleurs, je crois, un des cofondateurs est d'ailleurs venu donner une conférence une fois à la JCCM, Papouad. Mais Papouad, c'est un ancien conseiller en ressources humaines. Erudit a été fondé par deux personnes qui travaillent en ressources humaines, Papouad et Amanda. C'était deux CRHA, comme on dit là. Mais ils ont formé une des plus grosses pépites en intelligence artificielle au Québec, au Canada, qui a des contrats aujourd'hui avec le port, etc. Fait, regardez où est-ce que l'ambition de croire à ces idées, de croire à ces projets peuvent mener... souvent, des gens disent que pas toute une technologie. Non, il te raconte son histoire. Moi, je ne connaissais rien. Mais eux, ils ont eu leur idée, ils ont eu leur projet. Puis on a rencontré des gens qui étaient spécialistes du domaine. Puis ça, c'est des entrepreneurs. Ils ont pris des risques. Là. Ils ont arrêté de travailler. Là. Ils ont pris des risques. Ils ont dit, OK, on va développer cette idée-là. En intrapreneuriat, tu as encore la chance d'avoir un réseau de ressources et de support qui te permet aussi. Donc, il faut dire qu'il y a les opportunités, ou en tout cas, les ressources sont presque à portée de main. Donc, il y a cette étape-là, il y a ce challenge-là qu'on n'a pas autant, comparativement à si on était à l'extérieur en entrepreneuriat pur. Donc, ça aussi, il faut y penser, puis se dire que c'est un avantage.
Absolument, absolument. Je trouve que c'est vraiment un mot super intéressant. Je pense même que c'est un conseil qu'on peut donner à n'importe qui écoute. Donc, écoutez bien ce qu'ils ont dit et merci pour cette conversation. C'était super inspirant. Je pense que c'est sûr que vous allez pousser quelqu'un au moins à se lancer. J'espère, au moins une personne. Donc, on compte sur vous. Si vous écoutez ce podcast et vous avez une idée, vous pouvez appliquer au programme Génération d'Impact ou alors essayer ce que vous avez envie, puis aller retrouver votre réseau d'alliés qui vont vous aider. Ou bien nous contacter, je pense. Absolument. Absolument, sur LinkedIn. Je suis sûre que vous êtes très actifs et qu'on peut voir tout ce que vous faites. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Avant de finir, on va juste faire un petit segment ludique. Donc, c'est un petit segment... divertissant. Ça va être ces 3 petites questions. Il faut juste que vous répondiez tac au tac sans trop y réfléchir. Donc, si l'intrapreneuriat était un animal, ce serait quoi? Je sais pas, j'ai envie de dire un tigre, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est comme féroce un peu. Parfait. Voilà. Et toi, qu'est-ce que pour toi? Je dirais un ours. J'ai pensé à un ours parce que, tu sais, en temps de froid, un ours doit hiberner. Puis, un beau temps, il n'a pas à chercher pour aller chasser ce qu'il doit enlever. J'ai pensé à un ours. Puis il ramasse. Ouais, c'est ça. Exact. Bonne métaphore, j'aime ça. Un ou une intrapreneur sans son équipe, ce serait une pizza sans... Christian, est-ce que tu veux commencer? Pepperoni? Fromage? Parfait. Ce serait des pizzas très, très tristes, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je suis sûre qu'il y en a qui aiment, mais c'est pas grave. Au moins, personne n'a dit à l'ananas parce que sinon, j'aurais dû quitter cette table. Et enfin, si ton projet d'impact était un super-héros, il serait... Miss Marvel. Ah. Iron Man? Ok. Et pourquoi? Et parce que Miss Marvel, pour moi, combine un peu comme les plusieurs capacités. Là, et puis mes enfants adorent Miss Marvel. J'adore. Ben, il se transforme, puis des fois, il y a comme une armure technologique en plus. Ouais, mais après ça, c'est une armure, puis bon, il y a l'histoire de son cœur aussi, donc voilà. C'est un leader de la tech en plus. Aussi, hein, donc, c'est ça. Iron Man. Voit le lien. C'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, on va mettre toutes les informations de description dans le podcast. Et merci pour votre temps. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci à toi, Léa. Merci, Léa.